Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de cette série sur le pathos. Donc cet épisode il sera en deux grandes parties. Une partie où on va parler de la relation à son propre pathos, et une autre partie où on parlera de la relation avec le pathos des autres. Sachant que les règles sont globalement les mêmes, peu importe l'échelle, que ce soit la relation à soi, la relation à l'autre, la relation au collectif, à la société, voire la relation au monde dans son ensemble. En fait, c'est deux éléments qu'on met en relation. Et donc la manière d'investir peut être la même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver le même triangle de la relation qu'on a vu à l'épisode d'avant. Mais du coup, ce triangle c'est de la théorie. La question c'est en pratique, comment on peut faire ? Sur ce qui est de la relation à soi, la relation à son propre pathos, je vais commencer par me référer à les concepts de la thérapie ACT. La thérapie ACT, en fait, ACT, c'est un sigle, ça veut dire Acceptance and Commitment Therapy. En français, donc, thérapie d'acceptation et d'engagement. Et cette thérapie, donc j'en parle dans un article sur mon blog, elle aborde plusieurs notions clés, qui sont comme des compétences qu'on va pouvoir travailler, des processus qu'on va pouvoir renforcer dans notre fonctionnement, qui vont nous aider à mettre davantage de flexibilité dans notre vie, davantage de souplesse. Et il y a deux de ces concepts en particulier que je trouve intéressants à aborder ici. Premièrement, c'est le concept de diffusion. Vous n'êtes pas votre pathos. Vous avez du pathos en vous. Souvent, quand on est dans son pathos, qu'on est le nez dans le guidon, en fait, on se rend même pas compte qu'on y est. C'est un peu comme un poisson qui se rend pas compte qu'il est dans l'eau parce que l'eau, c'est son milieu de vie. Et le truc, c'est qu'on peut apprendre à sortir de cette illusion qu'est l'identification au pathos. On peut apprendre à être avec, on peut apprendre à respirer avec ce qui est vivant, avec son pathos, plutôt qu'à se prendre pour, à s'identifier à son pathos. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire avec vos pensées, avec vos sensations, avec vos émotions, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes comme ça, comme pour se décoller d'un processus qui a lieu en vous. Par exemple, si vous êtes triste parce que vous avez eu une altercation avec quelqu'un et que ça s'est mal passé, eh ben, vous pouvez passer de « ok, je suis triste », donc là on est identifié à la tristesse, à un stade un peu plus décollé, « je me sens triste », puis vous pouvez encore vous décoller à « ok, il y a de la tristesse en moi », et puis vous pouvez, voilà, petit à petit comme ça, simplement entrer en relation avec ce qui est en vous, sans vous y identifier, sans pour autant que ça prenne tout l'espace, sans pour autant être envahi et être noyé par ce qui vous traverse. Une autre composante importante de l'acte, qui peut être utile ici par rapport au pathos, c'est la question de l'acceptation. Alors l'acceptation, c'est radicalement différent de la résignation. Quand je parle d'acceptation, je parle pas de se résigner à subir, et à ne rien faire, et à être impuissant, et à être passif face à ce qui se passe. C'est pas ça dont je parle. Quand je parle d'acceptation, je parle d'accepter de voir ce qui est. De voir qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui me traverse. Plutôt que d'être dans l'évitement, dans la fuite, de faire l'autruche, simplement voir. Simplement ne pas fermer les yeux sur peut-être l'inconfort émotionnel qui me traverse, la douleur, la violence qui me traverse, les jugements qui me traversent. Simplement revenir dans l'ici et maintenant, et accepter de voir, accepter de vivre ce que je suis en train de vivre, de ressentir ce que je suis en train de ressentir. Et ce qui est intéressant avec l'acceptation, cette capacité à voir, un peu comme ce qu'on abordait avec Daphné pendant l'épisode sur le yoga, c'est que quand je suis présent à mes sensations et à mes émotions, je vais me rendre compte qu'elles évoluent en permanence, qu'elles fluctuent, qu'elles changent, qu'elles se transforment, et qu'au final les émotions, elles arrivent, elles nous traversent et elles repartent, parce que les émotions, leur fonction, c'est de transmettre un message, c'est de donner de l'information, entre guillemets. Et pour ce qui est de la douleur, quand je ressens quelque chose qui fait mal, je sais pas, soit parce que j'ai des douleurs chroniques, soit parce que j'ai eu une opération, un accident, quand je me suis blessé, etc., et ben, lutter contre la douleur, ça va pas la diminuer en fait, ça va l'amplifier. La lutte contre ce qui est, ça ajoute une douleur supplémentaire à la douleur qui était déjà là. Et c'est tout l'intérêt de l'acceptation. C'est d'apprendre à diminuer cette tendance automatique parfois du cerveau à lutter
contre le réel, à vouloir fuir l'impuissance. L'impuissance, parfois, c'est aussi quelque chose qu'on peut accepter de vivre. Juste se poser dans l'impuissance, se détendre avec l'impuissance. Ce qui nous amène au point suivant, qui est la question du lâcher-prise, la question du deuil. Il y a une phrase que j'ai lue une fois dans un livre sur le pardon. C'était une citation de Jack Kornfield qui dit « Pardonner, c'est abandonner tout espoir d'avoir un meilleur passé. » Je trouve ça hyper intéressant, cette vision-là de ce que c'est que le pardon. Quelque part, le contraire du pardon, c'est le fait de s'accrocher, c'est le fait d'avoir en soi une rancœur, un fardeau, un poids émotionnel, une charge mentale qui est inconfortable. Ça peut être une violence, une douleur, une tristesse, une rage, de la haine, enfin n'importe quoi, mais ce sera un fardeau émotionnel, c'est le principe. Et ce fardeau émotionnel, il sera généralement sous-tendu par une vision du monde, qui est « ce qui s'est passé n'est pas ok, ce que j'ai vécu n'est pas ok, ce qu'on m'a fait n'est pas ok », et du coup il y a un conflit entre le passé qu'on aurait aimé avoir et le passé qu'on a, entre ce qu'on a vécu et ce qu'on aurait aimé vivre, entre ce qu'on estime qu'il aurait été juste de vivre et ce qu'on a vécu, qui était injuste. Et donc quand on lutte contre le réel, en fait on est en conflit avec le réel. C'est pareil avec l'image de soi. Il peut y avoir un conflit entre l'idéal du moi et le moi, c'est-à-dire entre la personne qu'on aurait aimé être et la personne qu'on est. Parfois on peut se détester pour ça. On peut se détester parce qu'on a une image de qui on devrait être, selon nos standards, selon nos valeurs, et il y a un décalage entre qui on aimerait être et qui on est. Ce qui peut générer une lutte contre soi, un conflit intérieur. Voire même de la haine de soi qui fait qu'on considérera qu'on mérite pas d'être aimé, qu'on mérite pas de recevoir de l'amour des autres parce qu'on n'est pas comme on devrait être, on n'est pas conforme, on n'est pas ok. Le lâcher-prise, ça consiste justement à laisser partir cette attente, cette exigence de ce qu'on devrait être, ou ce que le réel devrait être, ou ce que notre passé devrait être. Ça consiste à faire le deuil de ce qu'on a idéalisé, mais qui n'est pas la réalité. Ça consiste à laisser mourir cette image du passé qu'on aurait aimé avoir, pour apprendre à vivre avec le passé qu'on a, avec ce qu'on a vécu, ce qui fait partie de qui on est. Parce qu'encore une fois, lutter contre ça, lutter contre qui on est, fait qu'on ne peut que perdre. Parce qu'on est les deux camps à la fois. Donc peu importe quel est le camp qui gagne, quel est le camp qui perd, nous on perd, dans tous les cas. Un autre aspect qui peut être très précieux dans la relation à soi, la relation à son pathos, c'est de passer d'un état d'esprit de peur à un état d'esprit de curiosité. Il y a une phrase de Richard Schwartz que je trouve assez puissante. Il dit « Il n'y a rien qui ait de pouvoir sur vous, dans votre esprit, si vous n'en avez pas peur. » En général, les choses en nous qui nous font peur, les choses en nous qu'on ne veut pas voir, qu'on essaye d'enfouir, c'est ces choses-là qui auront le plus de pouvoir sur nous. Typiquement, dans le cas des troubles du comportement alimentaire, des TCA, les personnes qui vont faire des crises de boulimie, ou les personnes, je sais pas moi, qui vont avoir des TOC, ou des symptômes liés à des compulsions, à des comportements qu'on peut pas s'empêcher d'avoir, en général, c'est des personnes qui vont avoir peur de certaines facettes de leur personnalité, certaines parts de leur système, et parce qu'elles en ont peur, elles veulent pas les voir, elles font l'autruche et ferment les yeux, et du coup ces parts, des fois quand elles se manifestent, elles prennent toute la place, elles ont le pouvoir dans le système. Parce que justement, le fait d'en avoir peur, c'est ce qui va nous empêcher de prendre le leadership de notre système. C'est ce qui va nous empêcher d'être le souverain dans notre tête, le souverain dans notre esprit. Et c'est ce qui va parfois générer des guerres internes où il y a différentes parts qui vont prendre le contrôle chacune de leur tour, etc. Et la curiosité, c'est une des qualités du self, et c'est pas pour rien. Parce que la curiosité, c'est ce qui va permettre justement d'appréhender les parts de notre système autrement qu'à travers le prisme de la peur. C'est ce qui va nous permettre d'entrer en relation et de mieux connaître, de mieux comprendre les différentes parts de nous, pour avoir un lien de meilleure qualité avec chacune d'entre elles. Et donc, en lien avec cette question de la curiosité, une autre qualité qui peut être intéressante de cultiver, c'est l'auto-empathie. La capacité à, justement, avoir de l'empathie pour soi, pour les différentes facettes de soi. Un peu comme ce que je disais dans l'épisode 3 sur prendre soin de son enfant intérieur, etc. C'est la capacité à contenir, à se relier avec compassion à ce qui nous traverse. C'est la capacité à prendre soin de ce qui en nous est vulnérable, ce qui en nous a besoin d'être soutenu, d'être accueilli,
d'être bienvenus. Il y a un slogan, une phrase qu'on répète beaucoup en IFS, c'est « Toutes les parts sont bienvenues ». All parts are welcome. Peu importe à quel point les parts de vous peuvent être extrêmes, peuvent vous faire peur, peuvent sembler dangereuses, sembler toxiques, sembler méchantes, violentes, etc. Plus vous allez les connaître, plus vous allez pouvoir accueillir ces parts et comprendre pourquoi elles sont là, quelle est leur intention, plus ça va vous aider à pouvoir créer de l'harmonie en vous, être un peu le chef d'orchestre de la musique, du vivant qui vous traverse. Un autre aspect qui est intéressant, qui peut vous sembler être du chipotage, mais honnêtement je pense que ça vaut la peine quand même de l'aborder, c'est la distinction entre l'espérance et l'espoir. Souvent dans la culture populaire, espoir et espérance, c'est des mots interchangeables, on utilise l'un comme l'autre. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous qui allez m'écouter dans cet épisode, je pense que pour vous c'est un peu pareil. Et je vous propose une manière de distinguer ces deux notions qui va être utile pour améliorer la relation à soi, la relation à son propre pathos. L'espoir, c'est une tendance à se projeter dans le futur. C'est une tendance à imaginer un avenir, comme Nietzsche dirait, des lendemains qui chantent. C'est une tendance à anticiper un avenir où les choses vont s'améliorer par rapport au présent. Et donc, du coup, l'espoir a tendance aussi à être une forme d'évitement du présent. Une manière de fuir un présent inconfortable en se racontant l'histoire que demain ça ira mieux. Aujourd'hui je souffre, mais demain ça ira mieux. Et le problème de l'espoir, c'est que c'est un pari. On n'a pas de certitude sur est-ce que demain ça ira mieux ou pas. Ça se trouve demain ça ira moins bien. Ça se trouve demain ça sera pire. En fait on sait pas, on n'est pas sûr. Et donc, l'espoir c'est quelque chose qui a tendance à générer des attentes. Et éventuellement, quand les attentes du coup ne sont pas remplies, quand l'attente est déçue, ça peut générer de la frustration. Et ça peut générer une souffrance supplémentaire. L'espoir, en fait, ça consiste à accepter le réel à condition. J'accepte le présent à condition que demain ça aille mieux. Parce que si demain ça va pas mieux, dans ce cas-là c'est inacceptable, et dans ce cas-là je peux pas. En fait, l'espoir c'est, quelque part, une illusion qu'on utilise pour se rassurer dans le présent. Une manière de futuriser, de fantasmer un avenir qui soit plus agréable que le présent. C'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le marketing par exemple, où je vous dis, achetez cette nouvelle voiture et du coup vous serez heureux. Achetez ce nouveau gel douche et du coup vous pourrez plaire à toutes les femmes. Mettez ce nouveau rouge à lèvres et du coup vous serez irrésistible. En fait, on vend une promesse dans l'avenir. Y compris, parfois, quand cette promesse elle est mensongère. L'espérance, par contre, c'est différent. L'espérance, ça consiste pas à éviter le présent, dans une projection dans le futur. Au contraire, l'espérance, ça consiste à être pleinement présent à soi-même dans l'ici et maintenant. Ça consiste à pouvoir se connecter à sa puissance, à être ici et maintenant, à pouvoir se mettre en mouvement, mais sans se faire dépendre du résultat dans le futur. Simplement, il s'agit d'identifier ce qui est bon pour nous, de comment on peut agir, comment on peut faire de son mieux ici et maintenant. Et rien de plus. Il ne s'agit pas de fantasmer ou de se projeter dans un idéal, il s'agit simplement d'être ici et maintenant, et de se mettre en mouvement à partir de la connexion de qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que parfois, dans le présent, quoi qu'on fasse, et peu importe à quel point on va s'agiter, en fait, ce sera la galère. Et le fait de rejeter le réel, alors que de toute façon, ça dépend pas de nous, ça ajoutera juste une douleur supplémentaire, comme je le disais au-dessus. Donc parfois, la seule puissance qu'on a à disposition, c'est simplement notre capacité à accepter l'inconfort, à accepter de vivre ce qui est vivant ici et maintenant. Parfois l'espérance, c'est simplement accueillir son impuissance ici et maintenant. Simplement être avec soi-même, et témoigner une forme de douceur, une forme de compassion pour le fait que là maintenant c'est dur. C'est dur et je suis avec moi-même. Je ne m'abandonne pas, je reste connecté à moi-même ici et maintenant. Et de mon expérience, ça peut vraiment apporter un vrai réconfort en situation où on subit une violence par exemple, que de ne pas se lâcher la main et de rester connecté à soi. Par exemple, moi je m'entraînais un peu à faire ça pendant le Covid, quand on faisait les tests PCR. Parce que le premier test PCR que j'ai fait, on m'a prévenu, ça va être douloureux, etc., ça fait mal, prépare-toi et tout. Et donc du coup, j'y allais un peu avec appréhension. Donc, j'ai eu le réflexe, pendant le test PCR que j'ai fait en 2020, de simplement partir ailleurs. Je me suis imaginé dans un lieu où j'étais bien, un lieu sûr, etc. En fait, j'ai fui le présent, parce que j'avais pas envie de vivre cet inconfort du test PCR. Je me suis en fait auto-hypnotisé pour me faire du bien, ce qui était une forme d'évitement. Et par la suite, je me suis dit qu'en fait, ces petits moments d'inconfort,
En fait, c'était l'occasion de pouvoir cultiver cette capacité à accepter de vivre l'inconfort dans l'instant présent, de m'ouvrir à l'expérience. Et donc, pendant les tests PCR que j'ai fait par la suite, je mettais toujours un point d'honneur à juste être présent, sans partir ailleurs dans ma tête, sans fuir dans un imaginaire qui me faisait du bien, simplement cultiver ma capacité à rester avec, à respirer avec l'inconfort. Il y a aussi des thérapeutes qui parlent parfois de danser avec l'inconfort, ce que je trouve assez poétique. Et dans mon expérience, cette capacité à être présent à soi-même dans l'ici et maintenant, même quand c'est douloureux, et ben ça peut faire encore plus de bien que de fuir dans l'auto-hypnose. Parce que ce qui se passe, c'est plus qu'on fuit dans un paradis artificiel, mais c'est qu'on s'aime, on s'apporte de l'amour à soi-même dans l'ici et maintenant. Alors après, évidemment, j'ai conscience que c'est un peu un privilège de ma part que de pouvoir faire des petites expériences comme ça avec un test PCR. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui n'ont juste pas le choix en fait que d'être dans l'inconfort, qui ont des douleurs chroniques, des douleurs aiguës, comme par exemple l'endométriose, où voilà, à chaque cycle, il y a des douleurs parfois hyper intenses et invalidantes. Et j'entends aussi que c'est pas toujours simple que de cultiver l'acceptation dans ces circonstances-là. Et en même temps, j'ai des retours d'expérience de personnes qui ont ce genre de douleur et qui me parlent des bénéfices qui s'y trouvent. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que c'est quelque chose qui peut contribuer. Après, si ça vous est pas utile, c'est pas grave, vous jetez l'outil. Mais au cas où ça vous est utile, je vous le partage et je laisse chacun faire ce qu'il veut. Et je précise juste que l'acceptation de l'inconfort, ça consiste pas donc ni à se résigner, ni à jouir de la souffrance un peu en mode masochiste. Ça consiste simplement à réduire le niveau de lutte avec le réel, le niveau de tension et de rejet de ce qui est. Parce que parfois ce qui est, ça dépend pas de nous. Et donc on peut juste choisir entre se détendre avec le réel, ou rejeter le réel en créant des tensions et potentiellement une douleur supplémentaire. Au fond, parfois, tout ce qu'on peut faire face au réel, c'est faire acte d'humilité. C'est simplement accepter son impuissance, lâcher prise, et simplement rester avec soi dans l'expérience. Un autre aspect qui peut être important dans la compréhension de son propre pathos, c'est d'apprendre à faire la différence entre le passé et le présent. Moi, dans ma vie, je dirais qu'il y a un avant et un après. Le moment où j'ai appris à faire la part des choses entre ce qui relève d'une activation émotionnelle dans l'ici et maintenant, et ce qui relève de la réactivation de quelque chose de mon passé. En fait, c'est ce qu'on appelle la projection. Dans l'épisode 6, je crois que je parlais de l'amygdale, cette région du cerveau qui a pour mission d'identifier si dans son environnement on est en sécurité ou on est en danger. Il faut savoir que l'amygdale est myope. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un trauma, l'amygdale déclenchera l'alerte, et du coup générera des mécanismes de défense. Mais du coup, parfois c'est des faux positifs, parfois c'est une fausse alerte. Et donc on aura une réaction disproportionnée, mais qui n'est pas adaptée au contexte. Et donc plus on va apprendre à faire la part des choses entre le passé et le présent, plus on va intégrer dans notre fonctionnement quotidien qu'on a des traumas, des déclencheurs qui peuvent nous réactiver, mais que ça parle de nous et pas de l'autre, plus ça va nous aider à justement ne pas projeter des choses aveuglément sur l'autre, alors que notre réaction, elle vient pas de ce qui se passe avec l'autre. Notre réaction, elle vient de ce que ça réactive de notre passé traumatique personnel. Et quand il y a un passé traumatique qui revient, en fait, les mécanismes de défense qui se manifestent, c'est un peu une réaction automatique avec un état d'esprit du genre plus jamais ça, je veux plus jamais revivre ça, et donc je vais tout faire pour pas que ça arrive. Prendre conscience de ce mécanisme-là, ce mécanisme qui nous amène à projeter sur l'autre des choses qui nous appartiennent parce que la situation ressemble à une blessure ou à un trauma, cette compréhension de comment fonctionne la projection, ça peut vraiment être une première étape pour apprendre à mieux réguler ses émotions. Et ça nous aidera aussi à être plus flexible dans la relation. On pourra notamment prévenir l'autre que « Ah, là je suis réactivé par un truc, là ça me fait penser à tel truc, etc. » Et du coup on pourra méta-communiquer sur ce qui est en train de se passer. On pourra informer l'autre « Ah, là il y a un truc de mon pathos qui se rejoue. Je sais que c'est pas toi, je sais que ça parle de moi. » Et ça rendra cette manifestation de notre pathos plus facile à accueillir, à la fois pour soi et pour l'autre. De simplement identifier qu'est-ce qui se rejoue en fait. Il y a une dernière chose dont j'ai envie de parler sur cette question de la relation à son propre pathos. C'est la question de la différence entre des choix binaires et des choix complexes. Ce que j'appelle un choix binaire, c'est un dilemme. C'est un choix cornélien, c'est quand en gros on doit choisir entre la peste et le choléra,
entre deux choix frustrants qui sont tous les deux insatisfaisants d'une manière ou d'une autre. Souvent, quand on se retrouve face à un dilemme comme ça veut dire qu'il y a de la peur. Ça veut dire qu'il y a du pathos, ça veut dire que à un endroit où on n'est pas pleinement en sécurité dans ces deux choix. En général, c'est quand on est face à un dilemme de ce genre-là qu'on se retrouve à aller consulter en thérapie pour justement qu'avec le thérapeute, on arrive plus facilement à prendre du recul, à dénouer la situation et à faire des choix un peu plus satisfaisants. Et effectivement, ça peut être très intéressant d'apprendre à être plus créatif dans la capacité à faire émerger d'autres options possibles pour utiliser sa puissance. C'est pour ça d'ailleurs que la créativité, c'est aussi une qualité du self en IFS. La capacité à trouver des nouvelles options pour pouvoir agir, pour pouvoir utiliser sa puissance. Il s'agit de pouvoir mobiliser notre système 2, la réflexion rationnelle, la pensée complexe, dans le processus de prise de décision, plutôt que de devoir faire des choix impulsifs et irréfléchis sur la base d'un stress intense. Parce qu'en général, moins on dispose de temps, moins on a d'options différentes pour pouvoir agir, plus on risque de se retrouver aliéné, et d'expérimenter des situations frustrantes, voire douloureuses. Et donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous avez un choix à faire, c'est de réfléchir non pas en termes de oui, non, bien, mal, bon, mauvais, mais de réfléchir en ayant au moins 3 choix possibles, et davantage que 3 si possible. Il s'agit juste de se rendre compte que la situation, c'est pas bien mal, c'est plus complexe que ça. Il s'agit de pas s'enfermer dans un raisonnement purement émotionnel, purement limbique, mais d'utiliser l'ensemble de son cerveau dans le processus de décision, de créer suffisamment de complexité dans ce choix pour pas être guidé uniquement par l'affect, mais être guidé aussi par une réflexion, par des raisonnements, par de la logique, bref, en gros pour faire coïncider à la fois le pathos et le logos, c'est-à-dire à la fois vos affects, votre vulnérabilité, et en même temps une vision sur le long terme, avec une place laissée à de la nuance. Et moi, je m'arrête ici pour ce 7e épisode sur la relation avec son propre pathos. Au montage, j'ai finalement décidé de séparer en deux cet épisode sur composer avec le pathos, parce que ça faisait sens de séparer son pathos et le pathos des autres. Et puis aussi parce que sinon l'épisode il aurait duré plus d'1 heure. J'en profite aussi pour dire qu'au final, cette série sur le pathos, elle devait durer 4 épisodes, mais j'ai eu un peu un insight ce matin qui fait que je vais au final en ajouter 4 autres. Et puis vu que je divise cet épisode-là actuellement en 2, ça fait que la série au final, elle fera 9 épisodes différents. Mais je trouve que ça permettra de faire un peu un tour complet du sujet, donc c'est vraiment plus intéressant comme ça pour moi. Donc je peux vous dire dès maintenant que l'épisode 9, il traitera des archétypes du connard et du monstre, notamment en référence à Carlos Tinoco. L'épisode 10, lui, il traitera des valeurs derrière la non-violence. Après, je pense pas que j'aurai le temps de travailler sur ces épisodes-là avant le mois de juillet, honnêtement. En gros, lors des prochaines vacances que je vais avoir. Mais j'ai hâte de m'y mettre parce que c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. En attendant, moi du coup, je vais terminer le montage de l'épisode 8, qui arrivera prochainement, d'ici 1 semaine ou 2, je pense. Donc on se retrouve là-bas. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres, en allant là où c'est vivant.